Mais première fois, j'étais chez Rolex. Puis le gars il a dit non, avant de vous montrer, je peux déjà vous dire que nous, on a une liste de souhaits ici qui dépasse plus de 10 000 personnes. Donc, c'est impossible d'avoir certains modèles. Je dis, oui, non, on vient de la part de telle personne. Puis dès qu'on mentionne le nom de la personne, évidemment, tapis rouge. Souvent, c'était la question Ariston, c'est quand que tu vas te lancer? Quand est-ce que tu vas lancer ton business? Quand est-ce que tu vas te lancer en tant qu'ingénieur? Quand est-ce que tu vas lancer ton entreprise générale? On a financé le bien, et dès qu'on a eu le bien, démission. J'ai eu la clé, lendemain, entrepreneur. On lance le projet, on présente à la commune, ils ont refusé le permis. Rentabilité, 0. Et quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, j'avais pas de l'argent. Les gens autour de moi m'ont donné tout leur accès. Salut Ariston, merci d'être présent justement pour ce podcast pour Belgium Invest. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Avec plaisir, je trouve ça super intéressant. On va pouvoir échanger justement sur tout ce qui est investissement, entrepreneuriat et évidemment tout ce qui est ton domaine de construction, rénovation. Alors je vais te poser déjà une série de questions. Déjà pour commencer, si tu sais te présenter, expliquer un peu ton parcours, d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne et autres. Ok, super. Écoute, moi, je viens du Brésil. Je suis né au Brésil en 1989. Donc, je suis venu en Belgique en 2001, quand j'avais 12 ans. Donc, je suis venu avec ma mère et mon frère. On avait déjà de la famille ici. Donc, ils nous ont invités pour essayer d'avoir une meilleure chance dans la vie, surtout au niveau des études, etc. Et donc, en 2001, on arrive en Belgique, donc sans parler la langue, sans parler français, néerlandais, rien du tout. Et c'était un moment difficile, mais j'aimais le pays, j'aimais le challenge. Je pense que c'était déjà peut-être une des premières semences qui a été plantée en moi, d'accepter un challenge où tu n'as pas le choix et il faut y aller, il faut essayer de faire le mieux que tu peux du challenge que tu as devant toi. Ouais. Et donc voilà, donc c'était une période où j'étais d'abord à l'école secondaire, après en terminant le secondaire. C'était une période compliquée, mais j'ai pu apprendre pas mal de choses. Et en arrivant en 5e, 6e, j'ai décidé que je voulais faire ingénieur civil. Donc c'était super compliqué parce qu'on était en technique qualif. Et donc pour aller en ingénieur civil, c'était assez compliqué. Donc j'ai dû faire une année de mathématiques en plus. Donc une spéciale maths. Mais j'ai appris que j'aimais les maths et les sciences appliquées, donc j'ai fait une année et ça s'est bien passé. J'ai réussi mon examen d'entrée et ensuite j'ai fait 5 ans ingénieur civil parce que j'ai toujours été passionné par le bâtiment. Depuis tout petit, depuis adolescent, j'allais faire des jobs d'étudiant dans le bâtiment. Donc plaquiste, enduit, aidant, démolition. Donc c'était quelque chose que j'aimais bien parce que c'était il y avait le côté physique, mais il y avait le côté aussi, tu construis quelque chose, tu vois l'avancement. Et donc, j'ai toujours été passionné par là, mais je voulais pas juste faire ouvrier. Et c'est pour ça que ingénieur, c'était quelque chose qui me permettait de grandir professionnellement, mais toujours étant en lien avec le bâtiment. Et la finalité, c'est de construire, pas que rénover, mais aussi... Exactement. Donc, construire... Moi, je suis passionné par tous les projets un peu de challenge où tu as des grands porte-à-faux, où tu as des choses quand tu regardes, tu dis waouh, comment est-ce que ça tient? Et donc, c'est des choses que j'aime bien. Et voilà. Il faut en faire des études évidemment pour éviter que ton bâtiment il s'écroule. Et pourquoi t'as choisi d'être un entrepreneur indépendant et lancer ta propre entreprise? C'est quoi qui t'a animé ou qui t'anime toujours, mais qu'est-ce qui t'a animé à ce moment-là? Et tu sais déjà à quel âge t'as ressenti justement cette envie de te lancer tout seul, lancer tes propres projets, parce que t'aurais pu simplement aller bosser dans une grande boîte? Exactement, c'est une bonne question. C'est ce que j'ai fait pendant les 5 premières années. Donc, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Basics en tant qu'ingénieur civil. D'abord dans le département de design pendant 3 ans, après en méthode et ensuite, dernière année, en exécution. Et donc, j'ai pu voir beaucoup de choses, comment ça fonctionne, une grande entreprise générale. J'ai été mené à des projets à l'étranger, aux Émirats. Donc, c'était vraiment chouette comme expérience pendant 5 ans. J'avais des bonnes conditions, j'avais un bon salaire, tout ce que tu veux. Mais je ne sais pas, je me retrouvais pas épanoui. J'avais pas assez de challenge. Juste le fait de savoir que j'avais un job stable, que j'avais un salaire stable. Quand je regardais l'évolution des gens qui sont là pendant 20, 30 ans, tu comprends déjà où tu vas arriver dans 30 ans. Et juste le fait de savoir qu'il y avait une limite, donc c'était limité, quoi. Donc là, tu grandis de 15-20% par an, etc. Des gens qui pensent à la pension, épargne, pension, etc. C'était un petit peu trop encadré pour moi. Et donc, ça, c'est un côté.
De l'autre côté, ben, je viens d'une famille assez entrepreneuriale. Donc, mes tantes en Belgique, mon frère qui était déjà entrepreneur depuis 8 ans. Et chaque fois quand je discutais avec eux, donc c'est les gens... Je pense que devenir entrepreneur, ça, c'est difficile si tu le fais tout seul. Mais en fait, c'est un petit peu une phrase que j'aime bien. La table où tu t'assis définit qui tu es. Et j'adore cette phrase. Intéressant, oui. Parce que le fait que j'étais entouré d'entrepreneurs dans mon entourage, même si ce sont des entrepreneurs de petite échelle, donc mes tantes qui avaient des entreprises de nettoyage, de services, etc. Mais l'esprit d'entrepreneur, il est là. Oui, peu importe au final l'accomplissement, hein, c'est juste une philosophie en fait. Exactement. Donc quand je m'assieds avec eux, souvent c'était la question Ariston, c'est quand que tu vas te lancer? Quand est-ce que tu vas lancer ton business? Quand est-ce que tu vas te lancer en tant qu'ingénieur? Et donc j'entendais ça pendant 5 ans, quoi. Et à la fin, tu comprends qu'à un certain moment, ça commence à grandir à l'intérieur de toi, qu'il y a plus de potentiel. Parce que quand ils me posaient la question, j'ai l'impression que tout le monde, en tout cas les entrepreneurs autour de moi, voyaient un potentiel en moi que j'exploitais pas en tant qu'employé. Et donc, ça m'a permis, avec le temps, de dire, écoute, à un certain moment, je dois faire le pas. Et après 5 ans, j'ai finalement fait le pas. J'ai donné ma démission, quelque chose qui va vraiment contre le système belge, de dire, je donne ma démission sans aucune sécurité sociale, pas de chômage, aucun droit. Et en fait, je pense que c'est un peu ça la clé. C'est vraiment, quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, tu te lances dans une zone de risque et il faut le faire. Tu dois prendre ce risque. Si tu restes juste dans ta zone de confort, tu vas jamais te lancer et tu vas rester stable, mais non épanoui. Selon évidemment l'envie de chacun, bien sûr. Oui. Mais c'est vrai que dans ton cas, oui, ton profil te demandait d'accomplir, de challenger. Exactement. Et comme la phrase hyper connue aussi, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Exact. C'est vrai que tu as eu, dans un sens, pour moi, c'est une énorme chance parce que toi qui, maintenant à la fibre entrepreneuriale, le fait d'avoir une famille qui t'a poussé, ça t'a fait juste ouvrir les yeux sur quelque chose que peut-être que, quoi qu'il arrive, t'es capable, vu qu'on voit maintenant où t'en es, mais que t'aurais peut-être même pas accompli parce que t'aurais même pas été au courant que c'était réalisable pour toi, ou tu aurais même pas cru. Donc, ils t'ont vraiment poussé. Exactement. Peut-être si j'étais seulement entouré de personnes qui veulent faire une carrière dans une entreprise, et c'était mon entourage, j'aurais jamais activé cette envie de lancer mon propre business, mais plutôt j'allais essayer de faire carrière, grandir, cadre, etc. Mais mon entourage me poussait plutôt à avoir un potentiel d'entreprendre, de lancer un projet, ou en partenariat, ou en solo. Et c'est ça, c'est ce que je dis, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ton entourage, il joue énormément d'influence sur toi. Et voilà. Ouais, et puis, comme tu l'as dit, c'est vrai que les personnes qui se lancent seules, parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein. De mon côté, ma famille n'est pas du tout entrepreneuse. Après, libre à chacun en fonction de ses envies, philosophie et autres. Mais c'est vrai que moi qui, comme toi, adore le challenge, j'aime bien relever des défis, donc ça me dérange pas de me lancer. Mais par contre, c'est vrai que c'est toujours important justement d'être bien soutenu ou d'être bien entouré. Mais ça peut être au niveau des proches, familles, amis ou autres. Rencontre des problèmes ou même quand tout se passe bien et que tu as envie de scaler et développer encore plus, il n'y a rien à faire, le réseau... Exactement. Par exemple, quand je me suis lancé, c'est qui ton premier comptable? Écoute, tu as quelqu'un qui dit tiens, je te passe le contact de mon comptable, il va t'aider à lancer la société. Parce que si tu n'as personne qui peut essayer de conseiller un comptable au début, c'est hyper compliqué. Donc j'avais des gens autour de moi qui m'ont dit voilà, je peux te conseiller mon comptable, tu peux faire comme ça, les frais salariaux, ça va être comme ça, les coûts, tu peux faire des prêts à la banque, je te présente mon banquier. C'est des portes qui s'ouvrent. Pour financer le véhicule. Et en fait, c'est un petit peu, et je peux le dire, hein, c'est mon grand frère en fait qui était déjà entrepreneur, qui m'a donné beaucoup de contacts de son réseau, qui est comptable, donc il y avait pas mal de choses, voilà, et toutes les questions que j'avais, il était là à répondre en disant voilà, ça c'est donc pas que lui, mais les gens autour de moi m'ont permis d'avoir cette porte d'entrée, et j'avais que accepter, et voilà. Au final, c'est des énormes leviers, des tremplins, des passerelles, on va dire, qui t'ont aidé, qui t'ont fait avancer beaucoup plus vite. Parce que tout le monde, entre guillemets, est capable de tout, je pense, de manière générale, quand on s'en donne les moyens. Mais par contre, avoir des personnes qui sont déjà dans le secteur, peu importe le secteur, ça te fait énormément avancer, enfin, beaucoup plus rapidement. Et donc, évidemment, tu limites évidemment tes erreurs, tu augmentes ta rapidité. Et c'est une philosophie que j'ai, et j'ai entendu cette phrase aussi qui me parle beaucoup. En fait, la richesse, ce n'est pas avoir de l'argent, mais c'est avoir l'accès. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça une fois. Ouais. Il y a
pas mal de gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte, mais ils n'ont pas accès à certaines choses. Et ici, dans ce cas-ci, quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, j'avais pas de l'argent, parce que j'étais à peine marié, etc. Donc, j'avais vraiment zéro. Mais par contre, les gens autour de moi m'ont donné tout leur accès pour pouvoir développer mon activité. Et c'est ça la richesse, en fait. Et donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer les gens qu'on a autour de soi. Il ne faut vraiment pas sous-estimer ce que j'appelle equity. C'est une richesse qui n'est pas palpable financièrement, mais on a tellement de richesses autour de soi et les gens ne se rendent pas compte. Et donc, c'est tous les accès. Ça peut être au niveau de la famille, les amis. Si tu regardes tous les accès que tu as autour de toi, en fait, on a tous une certaine richesse, mais il faut pouvoir l'activer. Oui, bien sûr. Ces accès. Ouais, c'est vrai. Hein, c'est comme tu dis. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre richesse et valeur hein, en termes argent et valeur. Ton expérience, tes contacts, ton réseau, ça a beaucoup plus de valeur et aussi beaucoup plus d'importance pour ce. Évidemment, ça dépend un peu des gens, mais c'est vrai que moi, je mets beaucoup plus d'importance justement sur le réseau plutôt que simplement l'argent lui-même. C'est, comme on dit toujours, c'est un moyen, mais c'est pas une fin. Donc, moi, c'est la question justement que j'adore regarder, que j'adore entendre et que j'adore poser. C'est au-delà justement de la réussite, c'est quelles ont été tes réussites et tes échecs. Parce que je trouve que tu apprends énormément pour quelqu'un qui a vécu énormément de difficultés de manière générale dans l'entrepreneuriat, l'investissement et autres. Et comment il a fait justement pour se relever. Je trouve que ça donne énormément de motivation et aussi beaucoup de déclic de se dire. Mais en fait, on oublie toujours à partir de quel moment il a commencé et par quoi il est passé. Et le fait justement de voir ça, ça fait relativiser et te dire, en fait, je peux surmonter tout ce que j'ai envie aussi et je peux aller à son niveau aussi si j'en ai envie. Ouais. Non, c'est une très bonne question. Mais des échecs, j'en ai eu et je vais en partager. Mais ce qui est important, et en fait, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Enfin, elle est paraphrasée par Darwin, mais c'est une phrase biblique qui dit que dans les moments de difficulté, dans l'humanité, ce n'est pas les plus forts qui survivent, mais c'est ceux qui sont prêts à s'adapter. Et donc, en fait, ce qui est important lorsqu'on a un échec en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment comment est-ce que tu réagis par rapport à ce problème, comment tu t'adaptes, etc. Donc, notre premier échec qu'on a eu, justement, quand j'ai lancé le projet de co-living, on a acheté un bien, et sur le bien qu'on a acheté, il y avait 2 étages, il y avait 2 mitoyens qui étaient beaucoup plus hauts. Et donc, nous, on a fait l'offre, etc. On s'était dit, bon, c'est sûr qu'on va faire 2 étages en plus. Parce que quand tu lis le RU, renseignement urbanistique, dans le renseignement régional urbanistique, les descriptions disent que quand tu as 2 bâtiments plus élevés, tu peux t'aligner. C'est simple que ça. On fait l'offre, on lance le projet, on prend un architecte, on y va à fond, il fait les dessins, il dessine les 2 étages, on présente à la commune, à Saint-Gilles en l'occurrence. Le dossier, il traîne à certains moments, premier retour de la commune. C'est pas possible de faire l'extension parce qu'il y avait 2 petits chiens assis qui embellissaient le quartier. Donc c'est vraiment un argument qu'on n'a pas compris pourquoi. Mais c'était pas un bâtiment classé ni rien. Donc finalement, juste à cause des 2 petites corniches qui étaient là, enfin lucarnes qui sortaient, ils ont refusé le permis. Donc on s'est retrouvé avec un bien qu'on avait envisagé 10 chambres de co-living et finalement on avait que 6. Rentabilité 0. Zéro mais en perte. Presque en perte. Avec 6, on s'en sortait pas par rapport à... Si on devait faire tous les travaux d'extension à 9 avec PEB, etc. Donc c'est vraiment l'extension, tu dois faire à 9 avec PEB A. Tous les travaux pour avoir seulement 6 chambres, c'était juste négatif. Donc c'est le premier échec. Et là, j'avais déjà démissionné. Enfin, j'étais déjà parti. Donc on a un projet, on avait des prêts, etc. bancaires. Heureusement que la banque nous a suivis pour le projet, mais finalement, on n'a pas le permis. On est là devant le mur, on dit, on fait quoi? Et c'est là qu'on a dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? On arrête là, on se bloque là, ou on fait autre chose? Et entre-temps que le dossier était à l'arrêt, il y avait un autre bien pas très loin qui était une bonne affaire. On s'est dit, on va faire une offre pour l'autre. Par contre, l'autre, il fallait pas faire d'extension. C'était déjà beaucoup plus grand. Et en fait, on a utilisé différents profils. Donc, un bien, on a acheté en société. C'est le premier qui est par là. On n'a pas eu d'extension. Le deuxième, j'ai dû le faire en privé parce que j'avais encore un bon profil. J'avais demandé le financement juste avant de démissionner. Et puis, 2 mois après, mon associé à l'époque, dans ce projet-là, a dit, alors je vais financer un 3e à titre privé aussi avec ma société. Donc, tout d'un coup, un projet qui était un fail, qui c'était vraiment un échec, il nous a forcé à en faire 2 autres pour vraiment pouvoir rebondir sur le problème, quoi, et avoir plusieurs chambres qui, à la fin, toutes les chambres ensemble, ça amortisse un petit peu l'échec du premier.
Et après, il y a des externes qui nous ont vu faire ça. Ils ont dit, ah, ok, j'ai une maison aussi, j'ai envie de mettre ça à votre gestion, vous pouvez faire des travaux et le gérer en co-living. Un deuxième externe. Et donc, l'échec du premier nous a fait rebondir sur plusieurs autres biens plutôt que se focaliser juste sur l'échec. Et c'est là que je reviens avec la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, dans les moments de difficulté, l'humanité, ceux qui survivent, c'est pas ceux les plus forts, mais ceux qui savent s'adapter. Non, c'est sûr. Il faut toujours avoir un coup au moral et quelques petites frayeurs, mais c'est important justement, comme tu dis, de pouvoir s'adapter et redémarrer parce que rester statique, de toute façon, ne va t'amener nulle part et tu auras zéro solution. Donc, à un moment, il faut quand même trouver des solutions. C'est ça. Et c'est vrai qu'au final, il y en a plein. Et t'en as trouvé une, mais je suis sûr qu'il y en a encore plein d'autres. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que là, on développe le co-living, donc on arrive à avoir 40 chambres, donc sur 5 maisons. À un certain moment, tu as la taxe qui arrive. Et ça, c'est récemment. Donc, la taxe sur le co-living qui est assez méchante. Donc, elle arrive. Et donc, du coup, nous, pour une petite structure, si on devait payer cette taxe pour toutes les maisons, le rendement, il allait être très impacté. Les grands qui avaient déjà des centaines de maisons, ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer. Ils ne vont pas sortir. Et donc, nous, on a dû un peu se préparer pour s'adapter. Et c'est à l'intérieur, pendant la construction de ces 5 maisons, en co-living, que moi, quand j'ai vu que la tournure que ça prenait par rapport au co-living, je fais, il faut que je crée une certaine autre activité de rendement qui va me donner un rendement, pas que du co-living, parce que le co-living, c'est du long terme. Donc, diversification d'activité. Et en fait, ce qui est chouette, parce qu'en fait, le co-living, c'était juste un lancement pour me lancer dans, en fait, ce que je dis un petit peu ma destinée. Et c'est un peu mes formations d'ingénieur, construction, où j'ai lancé une équipe de construction et j'ai développé une entreprise générale pour faire des projets pour des externes. Donc voilà, co-living, c'est une porte d'entrée dans l'entrepreneuriat. Avec la taxe qui est arrivée et les portes qui se fermaient par rapport au développement scale-up du co-living, alors j'ai dû développer une entreprise générale et c'est là qui aujourd'hui est ma activité principale. Et qui peut-être un jour, ça va changer. Mais voilà, il faut être prêt à rebondir et Bien sûr, et passer à autre chose si nécessaire. Tu m'avais dit une phrase plusieurs fois justement. C'était laquelle par rapport à l'entrepreneuriat, que c'est le jeu des grands, c'est ça? Quelque chose comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un jeu des adultes. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, quand tu es enfant, tu joues à la cour, tu joues au skateboard, tu joues au foot, etc. Donc, tu fais que jouer. En fait, quand tu grandis, quand tu deviens adulte, il y a tellement de responsabilités qu'en fait, en tant qu'adulte, on ne joue plus. C'est pas que tu passes la journée à jouer. Par contre, quand tu vas dans l'entrepreneuriat et tu comprends les enjeux de l'entrepreneuriat, tu peux voir tout ça comme un jeu et tu peux t'amuser. En fait, c'est comme un jeu d'échecs où aujourd'hui, tu bouges un pion ici, demain, tu bouges un autre et à la fin, tu veux atteindre une victoire. Mais tu vois ça comme un jeu parce que tu interagis avec des gens, tu sais faire des lunchs super sympas, tu fais des voyages, tu peux tout faire autour de l'entrepreneuriat et ça, du moment que tu commences à t'amuser et ça devient un jeu d'adulte, tu peux aller faire du sport avec tes collègues, tu peux faire plein de trucs. Et là, tu peux y aller à fond, quoi. C'est vrai qu'il y a les risques à prendre, évidemment, parce que c'est vrai que pour certains, faut préciser qu'évidemment, l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose du tout. En termes de pression, de risques et ainsi de suite. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, comme tu l'imagines plus ou moins, c'est l'entrepreneuriat, c'est une feuille blanche. Et en fait, tu fais ce que tu veux. Et si tu as envie de développer telle ou telle activité, tu fais ce que tu veux. Et donc, c'est la créativité. Et ça, c'est génial, ouais. Exactement. Ça donne plein de possibilités. Donc, quand je sors de la maison le matin et que je vais au travail, enfin, que je vais entreprendre, et je vais m'amuser, quoi. Bien sûr, il y a des problèmes qui arrivent tous les jours, il faut les résoudre, etc. Mais c'est genre aujourd'hui, où est-ce que je peux m'amuser par rapport à mes stratégies, etc. Il faut être stratégique. Où est-ce que tu veux être un peu dans quelques années? Et quand tu vois un petit peu les piliers que tu montes dessus à chaque fois, c'est un petit peu la récompense. Tu dois aussi descendre, il faut savoir. Certainement, on est des vallées. Parfois, pour aller dans une montagne plus grande, tu dois passer par une vallée et après tu remontes. Et puis comme on dit toujours, les échecs, on en rigole toujours plus tard en se disant purée, j'ai réussi à m'en sortir. T'as plus ou moins répondu, mais pourquoi t'as choisi l'investissement, enfin l'immobilier comme investissement? Je pense que c'est surtout au niveau de ta passion. Hein. Je pense au niveau de ta passion et tes compétences. Exactement. Moi, je me souviens quand j'étais en ingé civil, pendant les 2 premières années, tout le monde est ensemble. Et après, on doit choisir notre option. Donc, option électromec, informatique, ingénieur civil, etc. Et à mon unif, où j'étais, l'option ingénieur civil, c'était pas l'option la plus réputée pour avoir les grosses têtes. Ils partaient tous en électromec. Je choisis l'option ingénieur civil. Je dis, ah ouais, parce que c'est plus facile.
Et j'ai toujours dit non, c'est pas parce que c'est la plus facile. Moi, je prends cette option-là, c'est parce que je suis passionné par l'ingénierie civile. Si c'était la plus difficile de l'UNIF, j'allais la prendre quand même parce que c'est ma passion. Et donc, du coup, c'était déjà quelque chose que je voulais faire. Donc, quand j'étais étudiant, je faisais déjà aussi des jobs d'étudiant que dans le bâtiment. Donc, voilà. J'ai toujours été déjà passionné par ça. Parce que c'est vrai qu'au final, tu aurais pu simplement, d'une part, comme on l'avait dit tantôt, être employé et ne pas te lancer dans l'entrepreneuriat. Finalement, tu as justifié le pourquoi. Mais après, il y a l'entrepreneuriat et encore une autre part, c'est l'investissement. Et c'est vrai que c'est pas la même chose spécialement non plus. C'est vrai que tu peux très bien travailler dans l'IMO, être indépendant dans l'immobilier, mais par contre, te lancer en tant qu'investisseur, c'est encore une autre facette. Je Tous pense les entrepreneurs sont pas forcément investisseurs, même si je pense que si tu veux optimiser un petit peu ta fiscalité et autres, inévitablement, je pense que petit à petit, tu mets les pieds dedans. C'est ça. J'avoue que, en fait, en tant qu'entrepreneur, il y a des gens qui sont bons à pouvoir créer une entreprise qui génère des fonds, qui génère du cash flow, mais à un certain moment, ils savent pas quoi faire avec. Et ça, je pense que ça représente peut-être 50% des entrepreneurs. J'en connais beaucoup autour de moi qui génèrent des fonds, mais après qui fait juste les brûler, quoi. Donc, des voyages, des voitures, Des frais, des ouais. 4x4, des vols, etc. Ils dépensent tout dans des actifs. Donc, c'est des actifs, je veux dire des choses qui sont pas des passifs. Donc, en fait, un passif, c'est un investissement qui va travailler pour toi, qui va générer du fonds. Un actif, c'est quelque chose qu'il faut que tu sois activement dessus pour qu'il génère de l'argent. Donc, il y a beaucoup de gens qui se concentrent beaucoup sur avoir beaucoup d'actifs, mais le jour où le gars il tombe malade, et j'espère pas, mais où tu as un imprévu, que tu ne sais plus être actif dans ton activité, mais il y a tout qui s'arrête. Par exemple, aujourd'hui, j'essaie d'investir le maximum dans des investissements. Ce que j'appelle, En fait, c'est des actifs, mais passifs parce que tu fais rien, ça tourne tout seul. C'est ça. Pour moi, c'est un passif. Parce que moi, Ariston, moi, je vois comme moi, c'est moi, aujourd'hui, je vois par exemple, moi, je suis l'actif de moi. Ça veut dire, je me réveille le matin, je bosse, je suis l'actif qui génère l'argent pour moi. Par contre, comment je vois que j'ai investi dans des passifs par rapport à moi, à ma perspective. Donc, ça veut dire que moi, je reste passif dans certains investissements. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Par contre, l'investissement, lui, c'est un actif. Oui, exactement. Qui va travailler. Donc, ça dépend de ta raison. Exactement, oui. C'est ça, c'est la différence entre actif et passif. C'est un investissement, un actif, c'est un investissement qui te ramène un rendement. C'est mieux de présenter comme ça. Ouais. Oui, bien sûr. Et un passif, évidemment, c'est un investissement qui t'en fait. Enfin, on peut même pas. C'est plus une dépense qui te fait perdre de l'argent. Et on connaît très bien des amis, des proches à nous, et encore une fois, sans critique, sans jugement, qui vont investir dans acheter des belles grosses voitures et autres. Mais selon évidemment le modèle, elle va plus perdre de l'argent qu'en gagner. Même si évidemment, si tu vises très haut, certaines voitures peuvent quand même t'en faire gagner, mais là, il faut déjà mettre un certain montant. Mais après, c'est relatif. Par exemple, même pour les véhicules, est-ce qu'un véhicule, c'est un passif ou un actif? Parce qu'en fait, ça va te rapporter une certaine présence par rapport à tes clients. Donc, ça peut être quelque chose qui peut bénéficier de ton activité, ta personne, les contacts, tes relations que tu vas avoir. Donc, même si c'est un passif, de la façon de le voir, où ça coûte très cher, mais du moment que tu utilises ça comme un levier pour apporter plus de clients, etc. Donc, ça, en fait, tout, tu peux voir dans deux perspectives, mais un entrepreneur qui est malin, il va utiliser tout à son profit pour développer. Mais c'est une bonne stratégie, hein. Comme tu le dis, hein. De manière générale, on prend le cas par exemple d'une voiture de base, c'est un passif complètement, selon évidemment certains modèles, même si on va dire 99% c'est des passifs. Mais par contre, comme tu le dis, si ta stratégie derrière, c'est parce que il faut que tu améliores ta notoriété, ta visibilité et que c'est beaucoup dans le paraître, à l'air de rien, tu t'appuies entre guillemets ta légitimité avec ce que tu représentes, ce que tu dégages. Donc il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, avec des montres, des voitures et ainsi de suite. Et si ça peut te faire gagner des clients et autres, exactement. C'est un peu le même principe. Par exemple, salle de sport, en termes d'argent, c'est pas un actif. Alors évidemment, ça te ramène énormément de bienfaits physiques et autres. Mais par contre, si ta stratégie derrière, c'est de faire du networking et tout, ça devient intéressant, ça devient une bonne stratégie aussi. Donc, faut voir un petit peu. Après, chacun sa stratégie. Exactement. Après, je pense qu'il faut voir dans le long terme, c'est quoi un actif au court terme et au long terme. Je pense peut-être un véhicule comme ça qui va t'apporter de la notoriété, c'est un actif au court terme, ce qui est bien. Pendant que tu es en train de travailler, ça t'apporte de la notoriété. Par contre, moi, j'aime bien investir dans des actifs au long terme. Donc, ces actifs que
Une fois que tu arrêtes ton activité, tu dis aujourd'hui, je fais plus rien. Eux, ils vont continuer. Le véhicule, il va pas continuer à rouler tout seul. Ah ouais, bien sûr. Par contre, si tu investis dans l'immobilier, c'est pour ça que je suis passionné par l'immobilier. Il y en a d'autres aussi, types d'investissement, mais pour l'immobilier, le jour où tu t'arrêtes, tu dis, je m'arrête, je fais plus rien, j'ai envie juste de voyager, ben alors tous tes actifs que tu as investis, ils vont te générer de l'argent à l'infini. Ouais. C'est une machine. C'est une machine. Une vache à lait, ouais. Et après, quelque chose de chouette à en parler après, c'est des effets de levier que tu peux utiliser avec l'immobilier, quoi. Je sais pas si le podcast avec Bernard Abatucci arrivera avant ou après, mais c'est un courtier crédit et assurance qui justement avec lequel on a eu l'opportunité de parler de tout ce qui était effet de levier, Bah oui. EIP et autres. Très intéressant évidemment pour ceux qui ne connaissent pas, ou même parfois des très bons rappels, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point il y a moyen de lever de 1001 façons d'associations et autres, ou revendre sa voiture si tu as besoin de cash par exemple. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Et toi, justement, toi qui es évidemment dans l'investissement, si tu sais me donner par exemple la différence un peu entre Airbnb et co-living, quels sont les avantages, inconvénients de part et d'autre, un peu la définition de chacun, comme ça les gens peuvent se projeter. Ok. Oui, bien sûr. Donc, le co-living, c'est une colocation de haut standing visée pour des professionnels. Donc, des jeunes professionnels. Donc, c'est ça la différence entre le co-living et la colocation. Colocation, souvent, c'est un terme qui est connu pour les étudiants. Une coloc qui se décide ensemble, entre amis, de dire on prend un bien ensemble. On va vivre à 6, tous ensemble. Le co-living, c'est différent. C'est géré par un professionnel qui développe un bâtiment tout près et après, il met ça dans le marché. Et donc, lui, il y a des jeunes professionnels. Donc, il vise déjà les jeunes professionnels parce qu'il y a beaucoup de demandes. Avant, les gens pensaient qu'il n'y avait que les étudiants qui voulaient habiter ensemble, mais en fait, notre société change un petit peu. Avant, les gens se mariaient ou se mettaient ensemble très vite. Aujourd'hui, tu as un jeune qui sort de l'UNIF à 23 ans, il va peut-être se mettre ensemble en couple à 35. Donc, en 23 et 35, tu as 12 ans où tu as le jeune professionnel qui soit il va habiter dans un studio tout seul, ou soit il va habiter avec des amis, mais il n'y avait pas de modèle qui était pensé à eux. Donc, le co-living est venu pour ça, pour dire, écoute, on va créer une chouette maison, super maison, avec un premium. Donc, normalement, les chambres ont des salles de bain privatives, salles de cinéma, tout est compris. Et donc, c'est flexible. C'est un peu plus cher, mais c'est des gens qui ont plus de moyens parce que c'est des professionnels maintenant, mais tout est compris. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup le modèle du co-living à la base, parce que il prend un public qui n'avait pas été, c'est un jeune public qui n'avait pas été très visé dans le passé. Et la demande, elle est quand même énorme. Et donc c'est pour ça qu'on aime bien. Après, ça permet d'avoir une belle rentabilité aussi. Pourquoi j'aime bien le co-living? Parce que, tu développes des beaux projets. Tu n'es pas en train de chercher le moins cher ou faire le design le moins intéressant juste pour avoir du bénéfice. Non, tu fais des beaux projets. Nous, on fait un travail avec des architectes d'intérieur, vraiment des choses chouettes. C'est comme une sorte d'hôtel, mais les gens peuvent rester au long terme. Donc, tu apportes de la valeur. Tu réunis des jeunes professionnels ensemble. Tu crées une communauté. Et tu as un rendement beaucoup plus élevé qu'un rendement classique d'un studio, d'un appartement ou d'une maison. Donc, pourquoi? Donc, plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est la communauté, le rendement, le design qui est plus développé et un rendement élevé. Évidemment, l'investissement est beaucoup plus conséquent qu'un studio, mais par contre, tu limites ton risque parce que ton studio, bien qu'il t'ait coûté moins cher, si t'as personne dedans, c'est une perte. Par contre, ton co-living, au pire, les autres vont amortir évidemment ton vide locatif pour laps de temps. Tu peux le voir comme ça, en fait. Tu peux le voir, par exemple, aujourd'hui, un co-living, une chambre de co-living, elle peut se louer à Bruxelles, en tout cas facilement, hors charge, à 750 €. Et un studio, c'est peut-être 800 ou même 750. Donc, si tu arrives à développer 10 chambres dans un bien, c'est comme si tu fais 10 studios au niveau rentabilité. Donc, oui, c'est un investissement plus grand, mais tu optimises parce que tu fais une cuisine commune, une grande cuisine commune, une salle de cinéma commune. Donc, il y a cet aspect communauté, mais en même temps, les gens, ils ont leur espace privatif. Ils sont prêts à payer plus cher pour avoir une flexibilité. Et voilà. On parlera un peu plus tard de tous les petites stratégies à mettre en place dans un co-living, comme tu dis, cinéma et autres, mais bien sûr. On en parlera un peu plus tard. Et alors, par exemple, on parle justement investissement immobilier, mais généralement c'est ici en Belgique, parce qu'on est en Belgique. Mais est-ce que tu investis aussi à l'étranger? Ou est-ce que tu comptes investir à l'étranger? C'est une très bonne question. Je pense qu'à un certain moment, on veut tous pouvoir diversifier un petit peu notre revenu, surtout avec la situation qui se passe dans le monde, la guerre en Ukraine, des crises qui se passent un peu partout. C'est important de pouvoir diversifier. Moi, je suis d'origine du Brésil
Et donc, j'ai quand même une connexion avec le pays. Et je vois qu'un pays comme le Brésil, qui appartient au BRICS, c'est des pays en voie de développement. Et quand je visite le Brésil, je parle avec des investisseurs là-bas, ou des promoteurs. En fait, c'est un pays qui a un modèle de fonctionnement complètement différent de l'Europe. L'Europe, c'est très stable, un taux d'intérêt très bas, comparé à là-bas. Hein. Donc, mais très stable. Et par contre, là-bas, c'est des pays où c'est beaucoup plus dynamique, plus instable, mais par contre, les rendements sont beaucoup plus élevés. Mhm. Donc, ici, par exemple, en Belgique, où on a une moyenne de plus-value sur un bien de 5% Par an, ouais. par an. Au Brésil, dépendant de la région, tu es facilement à 20, tu peux aller jusqu'à 25 par an. Énorme, ouais. C'est énorme. Parce que c'est un véhicule qui va beaucoup plus vite. Donc, si tu investis aujourd'hui, ça veut dire que dans 4 ans, ton investissement, il a doublé. Après, il faut prendre en compte la valeur de l'euro par rapport à la monnaie locale. Donc, c'est pas si simple que ça. Puis, dans tous les cas, l'argent, il multiplie beaucoup plus vite dans des pays comme ça. Donc, c'est un pays plus à risque, mais on sait très bien, dans l'entrepreneuriat, bénéfice, Ouais, risque-bénéfice, ouais. risque-bénéfice. Donc, ça va ensemble. Donc, il y a une proportionnalité entre ton risque et ton bénéfice. Donc, partir dans des pays d'investissement comme ça, c'est plus risqué, mais après, dans l'immobilier, souvent, ça se passe bien. C'est très rare que ça se passe mal, à part la crise qu'on a eu en 2008, c'était mondial. Mais en général, l'immobilier prend toujours de la valeur partout dans le monde. Ouais, au pire, va stagner ou légèrement chuter, mais tu peux, voilà, par rapport à d'autres investissements où tu peux perdre carrément toute ta liquidité. Bah oui. Là, même si l'immobilier chute de 10-15%, imaginons, ça te laisse quand même quelques billes Ouais. pour te redresser. C'est ça, et ça rebondit très vite parce que pourquoi l'immobilier, toujours ça prend de la valeur? Bah parce que la demande, elle ne fait que grandir dans le monde. Il n'y a pas de demande qui diminue parce que la population, elle est en train de se multiplier. Donc 6, 7, 8, 9, 10 milliards d'habitants dans la planète. Donc plus d'habitants dans la planète on a, plus de demandes on a pour les mètres carrés qui sont construits. Et donc, ça veut dire c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, il y aura toujours plus de demandes que d'offres. Et donc, un bien immobilier, indépendamment d'où qu'il soit, sa valeur doit toujours grandir. Puis En moyenne. Il y a une tendance aussi à l'investissement, hein, au développement. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'observe, c'est quand on regarde sur tous les réseaux sociaux. Ou alors soit c'est parce que je suis bombardé de pubs parce que c'est mon profil, mais c'est développement personnel, investissement, investissement, investissement. Et donc je pense déjà nous en Belgique, pour ceux qui le savent peut-être pas, on dit toujours le Belge a une brique dans le ventre parce que la moyenne belge achète énormément d'immobilier. Je pense que c'est plus ou moins 70% des Belges sont propriétaires. Wow. À vérifier évidemment en termes de chiffres, mais c'est en tout cas pour imager que les Belges investissent énormément dans l'immobilier et il faut aussi partir du principe que si justement c'est une tendance de vouloir sécuriser ses fonds, la tendance à l'investissement, à l'entrepreneuriat, ben, les gens justement veulent créer des stratégies pour, comme tu le dis, avoir du rendement passif et ce genre de choses. Et donc tout le monde va commencer à acheter, enfin tout le monde on se comprend, mais il y en a beaucoup qui commencent à se dire pourquoi pas devenir propriétaire d'une part, et une fois qu'ils le deviennent, c'est de dire en fait pourquoi pas démultiplier justement mon patrimoine, comme ça m'assure une sécurité, et donc les biens évidemment entre guillemets deviennent un peu plus rares, en tout cas à l'achat. Exactement. Et je pense qu'en Belgique, le prix de l'immobilier il est encore très bas comparé aux pays limitrophes. Ouais. Quand tu compares la France, les capitales limitrophes, Paris, Londres, Berlin, Londres, Amsterdam. Donc la Belgique est encore vraiment pas chère. Et donc c'est une opportunité. Donc c'est une opportunité à prendre. Et c'est sûr que ici, il y a un certain moment, ça va continuer à grandir. Donc je pense que c'est quand même c'est chouette et les prix sont très accessibles aujourd'hui. aussi le voyage évidemment est beaucoup plus accessible maintenant. Enfin, déjà avant, on se comprend, mais c'est pour dire que maintenant, il y a beaucoup d'expats ou de personnes qui veulent justement des Européens qui veulent partir, comme tu dis, Brésil et autres. Et c'est pour ça aussi que toutes les côtes, évidemment, se développent de plus en plus. On le voit par exemple avec rien que l'investissement en Espagne. Sur les côtes espagnoles, il y a de plus en plus les Français, les Belges investissent très très rapidement là-bas. Parce que l'avantage aussi, c'est ça, c'est que ce soit Brésil ou Espagne ou autre, c'est investir justement à la côte ou autre, avoir un deuxième bien. D'une part, ta stratégie numéro 1, en tout cas pour la moitié, c'est d'avoir un revenu passif, mais aussi ça te permet d'avoir quand même ta deuxième résidence, ton bien justement pour les voyages et autres. Donc c'est jamais vraiment perdu. Donc je pense que Ouais. ça se développe de plus en plus. Exactement. Et après, une des choses quand on investit dans l'immobilier, une chose importante, c'est essayer d'utiliser le minimum d'apports propres possible. Pour le premier investissement, on ne s'est pas passé à côté.
Parce qu'il faut quand même, même si on a des incentives ici en Belgique pour payer moins de frais, et il faut quand même mettre un apport propre. Mais la puissance, pour moi, la plus grande de l'immobilier, en fait, c'est exponentiel, c'est pas proportionnel. Donc, pour moi, proportionnel, c'est quand tu as une ligne droite. Si tu fais x5, ben, tu fais x5. L'immobilier, c'est pas comme ça, c'est vraiment exponentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu investis dans un bien. Dans 5 ans, tu as déjà une valeur que tu as payée ou tu es locataire si tu fais un investissement. Donc, tu as deux choses. C'est un double effet de levier parce que tu investis aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Tu investis aujourd'hui 100 000. D'accord? 100 000 aujourd'hui, c'est peu. On va dire 1 million. Ah oui. Tu investis 1 million sur un bien. Après 5 ans, tu auras peut-être payé ou tes locataires ont déjà déduit ton prêt sur 25 ans. Il est descendu de 200 000 euros. D'accord? Ce qui a été payé mensuellement, annuellement. Donc, ça veut dire que tu as un prêt juste de 800 000 à la banque. Ça, c'est une chose. De deux, le bien qui valait 1 million aujourd'hui, dans 5 ans, il vaut peut-être 1,3. Intérêt cumulé sur 5% par an, oui. Voilà. Donc, il vaut 1,3. Par contre, tu n'as que 800 000 de prêts en cours. D'accord? Et si tu fais le delta 1,3 moins 800, tu as 500 000 euros de levier nouveau qui est là, disponible pour un nouvel investissement. Donc ça, tu peux aller chez ton banquier, tu dis voilà, je voulais expertiser mon bien, tu expertises ton bien, il vaut 1,3, j'ai un prêt chez vous seulement de 800 000, j'ai 500 000 disponibles, j'aimerais bien avoir ça comme fonds propre, j'utilise ça comme fonds propre pour que vous me financiez un autre bien d'1 million ou de 1,5 million. Et donc, ça veut dire sans avoir rien fait, ton deuxième investissement immobilier, il va être automatique sans avoir aucun apport propre. Et après, t'imagines, tu en as 2 à 2 millions, ben, ça veut dire que dans 5 ans, ben, alors c'est pas 200 000 que tu as mis de côté, mais c'est 400 qui ont été financés, plus la plus-value. Et donc, c'est là que tu montes en courbe exponentielle. Et à un certain moment, quand tu arrives dans quelques années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu peux aller très très loin. Oui, mais on le voit, le levier bancaire est un énorme levier et c'est vrai qu'il faut en profiter, en tout cas pour ceux qui le veulent ou qui le peuvent. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, tu viens avec peu d'apport, pas d'apport, parce que c'est des stratégies sans apport. Si tu fais hypothéquer le bien de tes parents ou si ton projet est vraiment en béton, c'est ton premier bien, il y a toujours moyen d'avoir les 100% ou autre, avoir un petit peu, ou apport en briques. Mais tu peux faire des effets de levier comme ça et c'est vrai que tu gagnes pour ceux qui s'intéressent peu ou pas encore à l'immobilier. C'est vrai que d'une part, la banque te prête un gros montant généralement. En plus de ça, ton bien prend en plus-value X% par an selon la région et en plus de ça, ton locataire ou tes locataires vont le payer pour toi. Et si en plus de ça, t'as fait des travaux et que tu fais réexpertiser, évidemment, ça prend en plus-value énormément. Donc oui, il y a rien à faire. C'est un bon placement et c'est quand même sûr et beaucoup plus accessible que d'autres secteurs. Je pense par exemple crypto-monnaie ou autre, bien que pour moi évidemment ce soit plus facile entre guillemets. Ça parle pas à tout le monde non plus. Donc l'immobilier c'est des investissements sur du plus long terme avec des plus gros montants et voilà, mais je trouve que c'est plus palpable pour la population de manière générale. C'est plus parlant, accessible. Ouais. Plus accessible. Déjà, tu as beaucoup plus facilement les crédits par rapport à ça. C'est ça. Plus régulé. Et avoir son premier bien en immobilier en Belgique, c'est très facile du moment que vous avez un salaire. Donc, je pense qu'il faut utiliser un petit peu être entrepreneur. On en parle ici, c'est bien d'être entrepreneur, mais à un certain moment, tu es un peu handicapé pour ton premier achat si tu te lances en tant qu'entrepreneur. Donc ça, il faut faire attention aussi. C'est mieux d'avoir ton premier bien pendant que tu es salarié, parce que la banque demande seulement 3 fiches de paye. Donc si tu es tout seul ou si tu fais avec un partenaire, tu dois faire 3 fiches de paye. Tu prouves ton revenu. Ils vont faire un tiers des revenus globaux. Et après, ça, c'est ta limite que tu peux payer mensuellement. Donc ta mensualité, c'est un tiers des revenus. Ils considèrent que tu as besoin de 2 tiers pour vivre avec tes autres dépenses. Mais tu peux aller jusqu'à 40%. Oui, selon évidemment le salaire de chacun, mais c'est vrai qu'il y a un reste à vivre pour... Exactement. Donc aujourd'hui, si on met 2 personnes ensemble avec un salaire moyen en Belgique, tu arrives facilement à pouvoir financer un bien de 200-250 000 facile. Donc je pense que c'est une capacité que tout citoyen, du moment qu'ils ont une fiche de salaire, à 2, ils peuvent financer un bien, un appartement de 250 000 facilement. Et je crois que c'est un premier pied dedans. Et une fois que tu es dedans, et après, tu peux te lancer. C'est ce qui est arrivé avec moi, en fait. Mon premier investissement, je l'ai fait pendant que moi et mon
et mon épouse, on travaillait, donc on avait un CDI. Et donc, pendant qu'on l'avait encore, on a financé le bien. Et dès qu'on a eu le bien, démission, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Le lendemain. J'ai eu la clé, lendemain, entrepreneur. Non mais c'est bien, ouais. Ah, c'est une stratégie, hein. C'est vrai que l'air de rien, la banque, malheureusement, même si c'est complètement compréhensible, hein, elle a besoin de preuves et d'être rassurée par rapport à revoir ses fonds. Du coup, évidemment, les entrepreneurs qui se lancent, les indépendants et autres, évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc évidemment, c'est difficilement palpable de savoir quand est-ce que je vais revoir l'argent et quand est-ce que je vais le revoir. Exact. Évidemment. Mais non, c'est une bonne stratégie. Et après, encore une fois, là, on s'éloigne, mais tu as aussi le secteur, parce que c'est vrai que pour ceux qui savent pas, Bruxelles, maintenant, une maison t'évite à 500, 600, 700 000, voire parfois bien plus. Et les appartes en dessous de 300 000 maintenant, pour peut-être une chambre, voire deux, mais ça devient compliqué aussi. Donc c'est vrai qu'alors il faut s'étendre aussi dans d'autres villes, mais il y a d'autres stratégies. Maison, immeubles de rapport et autres. Voilà, t'investis dans l'immobilier. On a parlé justement immobilier en Belgique et à l'étranger. Et est-ce que tu investis dans d'autres secteurs? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui te parlent? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ne te parlent pas du tout? Mais en fait, moi, je suis quand même jeune entrepreneur. Je pense que ça fait 2024. Ça fait 4 ans que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, que je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Et donc, l'immobilier, c'est le point de départ. Construction, c'est mon entreprise générale. Donc, j'investis dans l'immobilier pas mal. Mais aujourd'hui, je commence à m'intéresser à d'autres choses. Par exemple, l'horlogerie, c'est quelque chose que je trouve super. Et grâce à Belgium Invest, ça, il faut le dire. Oui. Ils ont fait une conférence sur plusieurs sujets et l'horlogerie était là. Et j'ai pu apprendre un petit peu, découvrir le monde de l'horlogerie de luxe. Et c'est super intéressant. Super intéressant. Et en fait, ça me fait rappeler une phrase. Je ne sais pas comment le dire en français, mais en anglais, on dit « You don't know what you don't know ». Oui. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et en fait, en allant à cette conférence qui est organisée, en fait, moi, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, qui est l'horlogerie, le monde de luxe. L'horlogerie de luxe. Et c'est super intéressant parce que voilà, c'est une montre, ça prend de la valeur avec le temps. Ça parle des accès. Il y a pas mal de choses. Donc, c'est pas tout le monde qui sait avoir accès aux montres de luxe. Donc, tu dois développer tes accès plutôt que l'argent. Ouais, ton réseau. Oui, parce que c'est vrai que tu pourrais avoir, j'invente 100 000 euros sur ton compte. Si tu vas demain chez Rolex ou Patek Philippe ou quoi, tu n'auras pas rien. Développer, tu comprends en fait la puissance. C'est vraiment toute une expérience l'horlogerie de luxe. C'est parce que tu comprends que tu dois développer tes accès plutôt que juste avoir économisé et avoir beaucoup d'argent sur ton compte. De deux, c'est des choses qui prennent pas mal de valeur avec le temps. Donc c'est un investissement. Ça te donne la notoriété aussi. Ça t'ouvre des portes, des nouveaux accès. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, c'est ce que je dis, l'entrepreneur, c'est un jeu, pour moi, c'est un jeu d'adulte. Et l'horlogerie, pour moi, c'est un jeu que je connaissais pas et que je commence à vraiment à kiffer, quoi. Oui, c'est le plaisir. Ouais, c'est sympa. Et en tant qu'investisseur, même si tu tu investis dans une horloge qui vaut 15 000 euros, plutôt que de laisser l'argent placé à la banque, tu places dans une montre que tu sais que ça va prendre de la valeur avec le temps. C'est quelque chose de palpable que tu peux avoir sur ta poignée. Et en fait, pour moi, c'est la réflexion que j'ai eue. Je fais, OK, si j'ai 15 000 euros, est-ce que je le mets sur l'épargne, je laisse là à du 1% par an, ou je peux avoir quelque chose de palpable, mais que je peux avoir peut-être du 5, 6, 7, 10, 15%, ça dépend des modèles, par an. Et donc, c'est juste un placement, et donc j'ai beaucoup aimé. Je suis en train de me lancer doucement. C'est super intéressant. Le truc qu'il faut préciser aussi, c'est tout cet audio, et d'ailleurs tous les autres, ne sont pas du tout des conseils en investissement. Faites vos propres recherches. On est obligé de mettre le petit disclaimer pour éviter que les gens... la diversification au sens large, pour moi, c'est tout ce qui fait un bon investisseur. Chacun, évidemment, a ses idées et tout. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps, et du coup, je t'avais dit justement que j'avais un cadeau pour toi. Et donc, on parle montre, et là, pour ceux, évidemment, qui nous écoutent sur le podcast, c'est un livre, justement, Rolex. Waouh! Merci. Je pense qu'Ariston aura beaucoup de lectures. Il faut savoir que son frère a reçu le même aussi et que je lui avais demandé de ne rien dire en attendant qu'Ariston l'ait aussi. Mais je pense que... C'est très sympa, moi, j'adore. Mais oui, non, c'est vrai que les montres, c'est super intéressant et ça permet aussi de diversifier. Et bon, au-delà de l'investissement, c'est selon ce que les gens aiment, c'est des beaux objets. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit, c'est que généralement, c'est voir le bijou de l'homme. Et donc, ouais, non, c'est super chouette. Et c'est vrai qu'on avait abordé ça lors d'un événement
Et pour ceux qui ne connaissaient pas, évidemment, ça ouvre ça ouvre l'esprit, sachant qu'en plus de ça, faut faire attention évidemment à plein de critères, les modèles, les marques, et ainsi de suite. Donc, C'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est parce qu'avant, j'ai jamais porté de montre. Non, j'ai jamais eu une montre, je porte une montre. Et puis, dès que j'ai eu mon premier modèle, avant, je faisais pas attention. Je me suis dit, bon, les montres, ça change rien. Aujourd'hui, j'arrive à avoir, j'ai mes contacts, mes relations, mon network, j'ai tout fait sans montre. Ça change rien du tout. Et dès que j'ai eu mon premier modèle et que je le porte, c'est dingue. Parce que parfois, tu parles avec des gens et les gens, ils fixent sur ton modèle. Et tu te dis, ça envoie quand même un message, quoi. C'est pas quelque chose de négligent. Et en fait, oui, j'ai appris que c'est ce que je disais. You don't know what you don't know. Et justement, en rentrant dans ce monde-là, tu comprends que c'est, pour moi, je vois ça comme un autre effet de levier que tu peux utiliser. En tant qu'entrepreneur, c'est un effet de levier. D'un côté, ça a du bon et du moins bon. Hein. C'est vrai qu'on est dans un monde où le paraître joue énormément. Parfois, c'est un peu dommage et un peu embêtant. Parfois, évidemment, ça apporte aussi du bon. Donc, il faut le voir évidemment des deux côtés. Je pense que toujours garder les pieds sur terre, évidemment, et rester dans le simple. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a inévitablement une personne qui porte, là, on parle de montre, qui porte une montre à plusieurs dizaines ou centaines de milliers pour certains. Ça dit beaucoup sur la personne. Pas qu'elle est bling bling, mais moi, je le vois simplement elle a entrepris plein de choses ou elle entreprend plein de choses. Elle est peut-être chef d'entreprise, elle a peut-être énormément d'employés, elle a peut-être pris énormément de risques dans l'investissement. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'un objet peut t'apporter énormément d'informations sur la personne que tu as en face de toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme tu le dis, les gens petit à petit regardent. Et tu le vois aussi avec les voitures. L'air de rien, les voitures, ok, elles sont belles, mais derrière, il y a toute une histoire. La personne, elle a développé certaines choses, elle a dû prendre des risques ou quoi. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir un regard aussi objectif, de se dire comment tu as acquis cet objet et c'est quoi l'histoire derrière. Exactement. Et je pense que quand on parle de voitures, de montres, de luxe, tout ça, en fait, moi, je vois ça, tout ce qui est matériel, je vois comme un outil pour pouvoir arriver à des fins. Mais c'est pas les fins. Comme je dis, l'argent, c'est un moyen, mais pas les fins. C'est pas une fin. C'est pas une fin. Faut toujours utiliser ça comme moyen, mais une fois que tu arrives à cette table-là, parce que les moyens t'ont permis, il faut que tu aies quand même du contenu, que tu aies une personne, que tu aies les valeurs. Donc, il faut aussi travailler plutôt la personne. Il faut beaucoup travailler plus ta personne et tes compétences et tes valeurs que les moyens que tu vas utiliser matériels. Mais il ne faut pas sous-estimer que les moyens matériaux, ça peut te permettre de monter certaines échelles plus rapidement. Ouais, c'est un peu un effet de levier aussi. Il n'y a rien à faire. Exactement. Ouais. Et là, tu portes quoi? Une Submariner de Rolex que j'adore. Et que tu as acheté neuve et que tu as eu très rapidement. Hein. Oui, j'ai eu un petit miracle qui s'est passé parce que c'est un modèle qui prend beaucoup de temps, mais ouais, c'est une belle expérience. Je peux partager un petit peu l'expérience ici de comment j'ai eu ma première Rolex. Mais première fois, j'étais chez Rolex ici à Bruxelles, au centre-ville, avec mon frère. On s'est dit, bon, on va juste passer devant, on va voir un petit peu les modèles, etc. Donc on arrive, quelqu'un qui nous reçoit, oui, bonjour, donc un petit peu, nous regarde un petit peu de haut. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Puis il dit non, on voulait juste regarder les modèles, etc. Vous avez un modèle spécifique, mais on ne connaissait pas encore. Ça, c'est avant d'aller à Belgium Invest que je conseille à tout le monde d'aller aux événements. Il dit non, on voulait regarder un tout petit peu les modèles, etc., les plus connus. Puis le gars, il a dit non. Bon, avant de vous montrer, je peux déjà vous dire que nous, on a une liste de souhaits ici qui dépasse au plus de 10 000 personnes. Donc, c'est impossible d'avoir certains modèles. Et donc, si vous voulez quelque chose, on doit vous mettre dans une liste de souhaits. Une fois que vous arrivez, vous êtes accepté dans la liste de souhaits, vous rentrez dans une liste d'attente. Et donc, pour espérer l'avoir. Pour espérer l'avoir. Donc, pour avoir votre premier Rolex, ça va peut-être prendre des années. Puis, on est sorti dégoûté. T'es vraiment dégoûté. Et puis, j'ai laissé tomber. Je reviens plus jamais chez Rolex, quoi. Oui, bien sûr, c'est un peu le problème qu'ils ont. Hein. Il y a tellement de demandes que un peu le client n'est pas traité comme un roi, quoi. Exactement. Et mon frère qui avait plus de moyens, il était un peu plus gêné parce que quand tu sais que tu as les moyens, tu vois sur la vitrine le prix et tu dis bon écoute j'ai un peu de fonds, je pourrais l'acheter et que le gars dit tu peux pas. Là tu te sens un tout petit peu, c'est un peu une sensation de frustration et je reviens toujours à la même phrase qu'on est en train de dire depuis le début. La richesse c'est pas l'argent, c'est l'accès. Et donc, on a compris qu'on n'avait pas d'accès chez Rolex. Même si l'argent était sur le compte, tu n'as pas d'accès. Le gars, il a dit, je suis désolé, vous n'avez pas commandé votre montre. Même pas commandé, hein. C'est dit, ouais, mais si on commande, qu'on attend 4-5 ans, c'est pas grave. Il a dit, non, même pas. Revenez une fois, passez plusieurs fois, et puis un jour, on va être dans une liste de souhaits. Et donc, on a laissé tomber.
Après, on a été à la formation, enfin, à l'événement de Belgium Invest qui parlait des montres. Ils nous ont montré justement les montres les plus importantes, les 3 modèles les plus connus, qui prennent de la valeur avec le temps. Et une fois, donc après quelques mois, et je n'ai quelqu'un dans la famille qui achète déjà chez Rolex depuis pas mal de temps. Et donc, c'est déjà une cliente VIP. Et à un certain moment, en parlant avec elle, je reviens aux tables. Hein. Tu es assis aux tables, c'est les tables qui te donnent des accès. Hein. Exactement, ouais. Et donc, en assis avec cette personne de la famille, elle me dit « Ah ouais, non, écoute, si tu veux, je peux vous passer mon contact de mon vendeur, quoi. » Donc, elle donne une carte de visite, elle a dit « Voilà, tu peux le voir, et tu dis que tu viens de ma part. » Si simple que ça. Donc, nous, après, on revient, on arrive chez Rolex. T'as changé d'avis, finalement, tu te dis « Je vais quand même retenter. » Ouais. Je suis plus si dégoûté que ça. Puis on arrive, on dit « On va retenter, quoi. » Puis on arrive, la même personne, on regarde comme ça de haut. Oui, et puis écoutez, et puis on dit non, on voulait parler avec telle personne. On lui dit direct, c'est vous, telle personne? Je voulais parler avec telle personne. Ah, il est occupé. C'est pas grave, on va attendre. Vous avez un rendez-vous? Je fais non, on n'a pas de rendez-vous. Ok, mais attendez. Puis on attend. Normalement, la personne, elle passe de loin. Oui, vous attendez quelqu'un? Je fais oui, non, on vient de la part de telle personne. Est-ce que vous avez un petit peu de temps? Puis dès qu'on mentionne le nom de la personne, évidemment, il a dit ah, ok, mais venez. Un café. Tapis rouge. Il nous a sorti le tapis rouge, il nous a sorti tous les modèles, on a essayé, il a ouvert toutes les vitrines. Il nous a présenté tous les modèles et en moins de 6 mois, on avait notre montre, quoi. C'est très très bien et en même temps, ça l'est pas du tout. C'est très très bien pour vous d'avoir eu justement votre première montre là. Mais par contre, évidemment, c'est toujours le même principe. C'est pas cool évidemment pour les personnes qui n'ont pas les réseaux, je trouve. Ça, c'est le seul truc que je trouve dommage. Mais bon, après, c'est les pistons, hein, comme on dit toujours. Et pour moi, il faut en profiter, mais c'est vrai que je trouve ça quand même dommage. Au niveau, par exemple, que ce soit chez Rolex ou autre, c'est les personnes qui te regardent toujours de haut. Je trouve que ça devrait pas exister. Ok, tu peux peut-être avoir des avantages, mais en tout cas, il faut quand même garder un respect, peu importe la classe sociale. Mais bon, là, en tout cas, t'as bien fait de re-rentrer une deuxième fois dedans, parce que tu l'as eu rapidement. Et c'est vrai que la Submariner Dates, c'est une belle pièce et qui a une forte demande, évidemment. Oui, non. Mais bon, comme tu dis, c'est dommage de comprendre que c'est pas accessible pour tout le monde, mais un conseil que je peux donner aux personnes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat ou dans les montres de luxe ou s'asseoir dans certaines tables, les gars, investissez sur les personnes, les relations, les connexions, allez dans des événements, essayez de faire du networking. Networking, c'est pas seulement qu'est-ce que tu peux recevoir des gens, mais qu'est-ce que tu peux aussi donner. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, essayez toujours de penser comment est-ce que tu peux connecter cette personne avec quelqu'un de ton réseau. Et parfois, tu peux grandir ton réseau comme ça. Donc, investissez à des personnes. Je pense que c'est la plus grande richesse qu'on a sur cette planète, c'est les gens, et pas l'argent et pas les choses matérielles. Oui, c'est vrai que le réseau, il n'y a rien à faire. C'est clé. Et aussi, on serait surpris de voir à quel point certaines relations, certaines rencontres dans les semaines, mois ou même années à venir vont te déclencher des opportunités que tu n'aurais jamais pensé. Donc c'est cool. Ouais, c'est sympa. Du coup, maintenant, la question qu'on avait abordée tantôt, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon investisseur? Est-ce que toi, tu as un peu ta propre définition de ça? Quelles sont tes croyances par rapport à ça? Qu'est-ce qui fait que tu es un bon investisseur? Pas forcément toi, mais de manière générale. Les personnes justement qui investissent bien. Je vais revenir sur le point qu'on est en train de dire beaucoup. Un bon investisseur, quand il est bien entouré, il est bien conseillé. Donc là, c'est conseil. Conseil et juste être bien entouré. Tu vas d'office pas te tromper parce que parfois tu fais un coup de fil à une connexion, tu dis écoute, j'ai envie de faire ça, et qu'est-ce que tu en penses? Tu as plus d'expérience là-dessus. Elle va dire écoute, c'est pas le moment, fais-le, ne le fais pas. Donc pour moi, avoir les bonnes relations, ça te permet de faire les bons investissements. Ça, c'est une chose. Par exemple, quand tu développes, par exemple, dans l'immobilier, au début, c'est hyper difficile d'avoir des biens à des prix, à des bons prix. Mais une fois que tu commences à en acheter et que tu fais un réseau, tu vas avoir des apporteurs d'affaires qui vont t'appeler de nulle part. Tu es chez toi, tranquille, en train de regarder la télé. Le gars, il t'appelle, écoute, j'ai un bien à 50% moins cher que le prix du marché. Tu le veux? Tu as 24 heures pour décider. Les affaires viennent à toi, mais ça vient à partir de qui? D'une personne. Ton réseau, ouais. C'est ton réseau. Donc, développer ton réseau, c'est la première chose. Deuxième chose, pouvoir prendre des risques. Donc, il ne faut pas s'attendre il n'y a jamais une opportunité qui est 100% parfaite, qui tout marche bien. Quand tu mets ça noir sur blanc, il n'y a pas de risque, ça, je vais faire autant. Ça, les travaux, je n'ai pas de risque dans les travaux. Pour l'achat, la banque va me financer ça. En fait, il n'y a pas d'investissement où tout est parfait. Il y a toujours une zone de risque. Et si ça ne se passe pas bien, par exemple, il faut un permis. Tu ne sais pas au moment d'acheter si tu vas avoir besoin d'un permis. Enfin,
si tu vas avoir le permis ou pas. Donc, il y a toujours une zone de risque qu'à un certain moment, l'entrepreneur doit avoir un discernement de dire je le prends, je le prends pas. Et donc, le discernement, c'est une chose qui vient avec le temps, la sagesse, la connaissance. Et quand tu l'as pas, ben, tu actives ton réseau autour de toi pour t'aider à discerner les opportunités. Comme tu dis, il y a les conseils de tes proches, il y a les opportunités de tes proches, enfin tes proches du réseau de manière générale. Discernement. Moi, j'avais aussi la patience. C'est quand même aussi, selon évidemment certains secteurs, il faut être dynamique et réactif dès que l'opportunité se présente. Mais par contre, il faut savoir être patient pour pas se brûler les ailes parfois. Peu importe le secteur, je trouve. Et il y avait la patience, les prises de risques, comme tu l'as dit, et c'est la diversification. Je trouve que y a rien à faire. Ça te limite tes risques énormément. Et quand tu fais par exemple l'immobilier, c'est d'avoir une fois un immeuble de rapport, une fois une maison, une fois un appart, une fois du Airbnb, une fois du co-living, une fois la location classique, location courte durée, passer sur l'horlogerie, plusieurs modèles, plusieurs marques, plusieurs cryptos, plusieurs machins, enfin. Et quand tu diversifies, alors évidemment c'est difficile au début parce qu'il faut quand même un minimum de fonds dans chaque, mais sur du long terme, je pense que c'est un peu la clé comme ça. On sait très bien une fois que les secteurs, quand il y a des grandes crises évidemment, même si tous les secteurs sont entre guillemets un peu touchés, il y en a qui prennent plus cher que d'autres. Ouais. Donc c'est intéressant toujours. Il faut surtout s'amuser. Donc Aussi. dans la diversification, Ouais. amuse-toi quoi. Tu vas dire je vais investir dans une belle montre, ben écoute, prends un modèle qui t'aime bien. Tu vas investir dans la crypto, ben écoute, renseigne-toi de voir qu'est-ce qui se passe dans la crypto, quelles sont les choses sympas qui se passent. Donc essaie de t'amuser et pas seulement suivre un petit peu le flow. Parce que les gens qui suivent le flow, ben, souvent tu es en retard. Mais quand tu t'amuses dans ce que tu fais, et c'est ce que je dis, c'est un jeu, l'entrepreneuriat. Donc, quand tu diversifies, dans l'immobilier, j'ai envie de faire un peu d'Airbnb, j'ai envie de faire un peu un immeuble de rapport, du co-living. Essaie de t'amuser pendant que tu le fais parce qu'il n'y en a qu'une seule vie. Et si tu t'amuses pas, ça devient juste quelque chose de mathématique et c'est plus sympa, quoi. Ouais, bien sûr. Si on doit résumer, du coup, je pense que la base de toute cette converse, pour moi, c'est le réseau. La passion, le réseau, prendre des risques, Ouais, profiter de la vie aussi. exactement. Ouais, non, mais c'est tout ça. Et puis après, tester, savoir se relever des échecs, te dire que t'es loin d'être le seul. Ouais. Moi, je trouve qu'il est intéressant, comme je l'avais dit, c'est écouter d'autres podcasts ou lire des livres justement sur des entrepreneurs et à chaque fois voir les échecs, ça te permet vraiment de remonter, à te remettre en selle et tout. Donc, c'est intéressant. Enfin, voilà. Écoute, Ariston, merci. Je pense qu'il y aura d'autres parties avec toi, mais en tout cas pour celle-ci, je pense qu'on a fait le tour. Elle est bien. Super, non, c'est avec grand plaisir et j'espère avoir pu partager un petit peu de mon expérience. À mon avis, je pense que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent justement vont avoir pas mal de tips justement, ou alors de confirmation. C'est bien. Donc merci à toi et voilà. Et puis pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas du coup à liker, vous abonner et ainsi de suite pour nous soutenir. Et puis pareil pour les podcasts, à partager. Et puis voilà. Et on vous remercie en tout cas pour l'écoute. Et si t'as écouté jusqu'au bout, c'est que t'es passionné justement par la même chose que nous. Et il y en aura d'autres. Donc voilà. Merci. Allez, ciao, ciao.